La disparition soudaine de Katie Horn à Traverse City, dans le Michigan, a marqué le début d'une énigme troublante. Comment une telle chose pouvait-elle se produire dans cette bourgade paisible? Les autorités, déconcertées, ont échafaudé diverses théories. Au départ, l'idée que la jeune fille de 16 ans ait succombé à l'appel de la musique et suivi un groupe de musiciens itinérants a semblé plausible. Puis, des rumeurs troublantes ont émergé, évoquant un intérêt de Katie pour le satanisme et la pratique de la magie noire, jetant une lumière sinistre sur cette affaire mystérieuse. Au bord du lac Michigan, Traverse City attire des visiteurs tout au long de l'année. Parmi les hypothèses les plus sombres, des officiers envisagent un sacrifice rituel. Mais qu'est-il advenu réellement de Katie dans ce lieu prisé où les couleurs flamboyantes de l'automne enchantent les touristes? Traverse City, un havre où il fait bon vivre et travailler, s'épanouit particulièrement pour les amoureux de la nature. L'automne y déploie un charme saisissant, transformant le paysage en une toile aux couleurs flamboyantes. On la surnomme la capitale gourmande. Et même les palais les plus exigeants y découvrent des délices insoupçonnées. À Traverse City, un véritable paradis pour les gourmands, la scène culturelle et musicale vibre d'une énergie créative, offrant tous les avantages d'une grande ville. C'est dans ce lieu idyllique qu'en 1991, Janice Roth a choisi de poser ses valises après son mariage, emménageant avec sa fille, Katie Horn, prête à écrire un nouveau chapitre de leur vie. Elle avait choisi cette ville pour son calme, sa douceur de vivre incomparable. Cosne, 1994. Katie commençait enfin à s'éprendre de sa nouvelle demeure. Janice, elle, se levait chaque jour à 3 heures du matin pour rejoindre son travail à la boulangerie Four des Délices. Ils habitaient le quartier touristique, presque au bord du lac. Katie s'y plaisait énormément. Lorsque Catherine, 16 printemps à peine éclos, délaissait les bancs de l'école ou les rivages ensoleillés, elle se plaisait à retrouver ses camarades. Katie, car c'est ainsi que ses proches l'appelaient, possédait un don rare, celui de tisser des liens avec une facilité déconcertante. Son cercle d'amis, aussi large que son cœur, lui rendait l'affection qu'elle prodiguait si généreusement. Mais derrière cette insouciance juvénile se cachait une ambition tenace. Catherine rêvait d'un avenir brillant, pavé d'études universitaires et d'une carrière où sa passion pour les sciences naturelles pourrait s'épanouir pleinement. Elle aspirait à transformer son amour pour le monde qui l'entourait en une vocation enrichissante. Une jeune fille, passionnée par les dauphins, nourrissait le rêve de devenir biologiste marine. Elle était à l'aube de sa propre découverte, façonnant son identité. Son avenir était pavé de projets et d'aspirations. Cependant, le destin en a décidé autrement. Le 26 septembre 1994, aux environs de 15 heures, son amie la plus proche, Jane Nazara, décida de lui rendre visite après les cours, inquiète de ne pas trouver sa mère. Janice sentit une angoisse la submerger. Katie était censée passer le week-end chez Jen. L'idée était qu'elle parte de chez son amie lundi matin pour aller à l'école, avant de rentrer à la maison après les cours. Janice ne parvenait pas à comprendre ce qui se passait. C'est alors que Jen avoua qu'elle n'avait pas vu Katie depuis 2 jours. Un récit captivant. Vendredi après les cours, une jeune fille confia à Janice qu'elle avait conduit Katie jusqu'à Gaylord, la ville voisine. Leur périple fit une halte à Manslon, où 3 camarades de Katie se joignirent à elle. Une fois à Gaylord, la joyeuse troupe se dirigea vers leur café préféré, un lieu prisé des adolescents pour son ambiance chaleureuse et sa musique entraînante. Janice révéla qu'aux alentours d'1h30 du matin, certains de leurs compagnons commencèrent à ressentir le besoin de rentrer chez eux. Elle aspirait à prolonger son séjour, savourant chaque instant de cette parenthèse enchantée. De ce fait, le retour à Traverse City s'est fait sans elle, les laissant se débrouiller seuls. L'inquiétude perceptible, Janice s'enquit immédiatement de la compagnie dans laquelle elle avait voyagé. Jen répondit qu'elle avait fait le trajet avec un jeune homme du nom de David. Hélas, son nom de famille lui échappait, perdu dans le tourbillon des rencontres éphémères. Janice était rongée par une angoisse sourde. Son esprit, comme celui de tout parent confronté à l'absence, était assailli de scénarios sombres. Sachant simplement que son enfant cumulait divers emplois à Gaylord, dont un dans un café, elle n'hésita pas une seconde. Accompagnée de Jen, elle se précipita au commissariat de police de Traverse City. Là, le cœur battant,
elle déposa une déclaration de personnes disparues, consciente que la police recevait chaque année des centaines de signalements similaires. Quand un adolescent de 16 ans ne donne plus signe de vie, il est facile de s'alarmer. Cependant, Janice était persuadée que sa fille n'aurait jamais fugué. Alors qu'elle remplissait la déclaration de disparition, Janice révéla aux policiers les noms des personnes avec qui Jenna avait passé la fameuse soirée de samedi. David et 3 autres amis, Tyler, Carrie et Jim. À travers City, bourgade paisible où l'ombre du crime se fait rare, sévissent seulement 2 détectives. L'une de ces figures discrètes, c'est Dan Hill, un nom familier dans les ruelles calmes. La jeune femme, elle, était plongée dans l'ignorance, incapable de nommer les protagonistes de cette affaire. Leur nom lui échappait, un voile d'incertitude planant sur son savoir. Chargé de la mission délicate de retrouver les dernières personnes ayant fréquenté Katie avant sa disparition, il se heurta rapidement à une difficulté inhérente à son travail avec les adolescents. Ces derniers, en effet, ignoraient systématiquement les noms de famille, les adresses, la moindre information tangible concernant leur fréquentation. Conscient que chaque instant comptait, il fit immédiatement enregistrer le nom de Katie dans la base de données des personnes disparues. Simultanément, une ligne téléphonique d'urgence fut mise en place dans l'espoir d'obtenir le moindre indice. L'inspecteur Hill éplucha les relevés bancaires de la jeune femme avec une attention particulière. Une découverte le glaça. Pas un seul centime n'avait été retiré de son compte épargne. Un détail troublant. Habituellement, lorsqu'on prend la fuite, on emporte ses économies, on ne les abandonne pas à la banque. Dès lors, une sombre évidence s'imposa à lui. Il était fort probable qu'un drame se soit joué. Un mauvais pressentiment l'étreignit, le 6e sens d'un enquêteur chevronné qui hurlait à l'enlèvement, voire pire. La police a diffusé un avis de recherche, lançant un appel à témoins pour retrouver une jeune fille disparue. L'information a été relayée dans la presse écrite, à la radio et à la télévision. De nombreux signalements, divers et variés, ont afflué, mais la plupart se sont avérés infructueux. Certaines rumeurs laissaient entendre que la jeune fille avait fugué avec son petit ami. D'autres murmuraient qu'elle simulait, refusant simplement l'école. Un écho persistant la situait même à 120 km de là, sur une aire d'autoroute à Vanderbilt. Des rumeurs insaisissables, impossibles à confirmer. Face à ces pistes évanescentes, l'inspecteur Hill se résolut à confier l'affaire à la police de l'État du Michigan, dont les ressources considérables offrait une lueur d'espoir dans cette énigme grandissante. L'affaire fut confiée à Kevin Day, un enquêteur chevronné avec 15 ans de métier. Dans 95% des cas, les personnes portées disparues s'enfuient ou partent volontairement avec quelqu'un. Cependant, le jeune âge de la disparue, 16 ans à peine, et son absence de retour auprès de sa mère éveillèrent les soupçons des officiers. Tandis que d'autres enquêteurs se concentraient sur la recherche d'un certain David, aperçu dans un café, l'inspecteur Day interrogea la mère de Katie, Janice. Il s'efforça de découvrir l'entourage proche de sa fille. Janice révéla que Katie avait entretenu une relation de 6 mois avec Eric Kistan, un jeune homme de 20 ans, mais qu'ils avaient récemment mis fin à leur liaison. Selon le témoignage d'une femme, la jeune fille prenait cette relation très à cœur. Éperdument amoureuse, elle, si jeune, s'était éprise d'un homme plus âgé, une liaison que Janice désapprouvait. Mais l'âge d'Eric n'était pas le seul obstacle aux yeux de la femme. Le jeune homme était fasciné par le cultisme, une attirance trouble qui inquiétait profondément. Eric et Katie semblaient liés à des pratiques obscures, flirtant dangereusement avec ce que l'on nommait la magie noire. L'attitude d'Eric éveilla les soupçons des enquêteurs. Contacté par la police, il accepta immédiatement de se rendre au commissariat pour être interrogé. Dans ce genre d'affaires, les soupçons se portent souvent sur les proches de la victime, en particulier le conjoint ou l'amant. Eric devint donc le principal suspect. Cependant, il ne semblait rien cacher et exprimait une réelle inquiétude face à la disparition de Katie. Interrogé sur les raisons de leur séparation, Eric expliqua simplement qu'ils s'étaient éloignés l'un de l'autre au fil du temps. Les policiers, suspicieux, pressèrent le jeune homme de questions sur son emploi du temps au moment de la disparition de la richissime Katie. Il affirma s'être rendu à Grand Rapé avec des amis pour le week-end, fournissant une liste de noms pour étayer ses dires. L'interrogatoire se poursuivit, les enquêteurs cherchant à déterminer ses liens éventuels avec l'occultisme.
Eric admit alors partager un intérêt pour la magie avec Katie. Il relata ensuite une cérémonie d'initiation nocturne, orchestrée autour d'un immense brasier. Sous le sceau du secret, Eric dévoilait un rituel énigmatique. Il évoquait une assemblée drapée de longues robes, psalmodiant des chants ancestraux. Il murmurait également l'existence d'un grimoire obscur, faisant allusion à d'anciens sacrifices humains lors du solstice d'hiver. Selon Eric, la justification de ces cérémonies résidait dans le pouvoir qu'elles conféraient aux adeptes. Puis, il mentionna un certain Tim Coppit, gardien d'un vin consacré, partagé lors d'une communion mystique dans une coupe sacrée. Insistant sur l'urgence, Eric pressa les officiers de rencontrer Tim. Il soupçonnait ce dernier de préparer Katie à un événement d'une ampleur inquiétante. Tim, figure énigmatique, régnait en maître sur ce que d'aucuns appelaient un culte. Une question glaçante hantait les esprits. Des rites de magie noire, voire des sacrifices humains, avaient-ils conduit à la disparition de Katie? La petite bourgade de Traverse City, nichée dans le Michigan, sombrait peu à peu dans une angoisse palpable. L'inconnu, comme toujours, semait la terreur parmi ses habitants. D'ordinaire, ces disparitions troublantes se produisent dans les métropoles tentaculaires. Ici, on aurait pu croire que rien de tel ne pouvait arriver. Pourtant, le malheur frappe partout, à l'improviste et sans distinction. Les policiers ont interrogé Eric Kistan, l'ex-petit ami de Katie. Son alibi était solide. Au moment de la disparition, il se trouvait à 3 heures de route. Il fut rapidement écarté de la liste des suspects. Tim Coppit, en revanche, suscitait des interrogations persistantes. Eric affirmait que cet homme était une figure centrale, le chef, lors des réunions du culte auquel Katie et lui appartenaient. Peut-être Tim détenait-il la clé de la disparition de la jeune femme. Les enquêteurs étaient convaincus que la vérité se cachait dans cette direction, un faisceau d'indices les y menant inexorablement. Cependant, avant toute chose, il devait lever les soupçons pesant sur ceux qui avaient partagé les dernières heures de Katie. David et les autres personnes présentes cette nuit-là figuraient désormais sur la liste des suspects, laissant planer un voile de mystère sur cette affaire troublante. Concentrés sur leur mission, les enquêteurs suivaient la moindre piste. Tandis que les policiers de Gaillarda interrogeaient les clients du café, les détectives de l'État du Michigan se rendaient au lycée de Traverse City. Ils espéraient glaner des informations auprès des camarades de la jeune femme disparue. Malheureusement, aucun d'eux ne l'avait vue depuis et ignorait où elle pouvait se trouver. Pourtant, une lueur d'espoir perça l'obscurité. Une élève connaissait David, un employé occasionnel du café en question. Un détail qui pourrait s'avérer crucial. Elle révéla son nom de famille, Shinky. Il se déplaçait à bord d'une camionnette verte et résidait à Allord, sur Hoffman Lake Road. Une fois l'identité de David établie au poste, les enquêteurs se rendirent à l'adresse mentionnée. Lorsqu'ils rencontrèrent finalement l'homme chez un ami, David, 30 ans, fut stupéfait d'apprendre la disparition de Katie. Il accepta de répondre à toutes les questions des policiers, expliquant qu'il avait vu Katie en compagnie de 3 autres personnes cette nuit-là. Il accepta de jouer les chauffeurs, bien qu'il insistât sur le fait qu'il connaissait à peine la jeune femme, l'ayant rencontrée seulement à quelques reprises dans un café. C'est aux alentours d'1 heure du matin, ce samedi, qu'il consentit à rendre ce service. Un arrangement qui coïncidait avec le récit de l'amie de Katie, Jen. Cette dernière, ayant fait la connaissance d'un homme, ne souhaitait pas quitter les lieux sitôt. David accepta donc de ramener Katie à Traverse City, déposant au passage 3 de ses connaissances à Mancelona. L'homme consignait méticuleusement leur itinéraire. Il raconta comment ils avaient atteint Mancelona et son intention de conduire Katie jusqu'à Traverse City après avoir déposé 3 autostoppeurs. David expliqua les avoir laissés sur un parking. Puis, quelques kilomètres plus loin, Katie avait exprimé le désir de les rejoindre. Elle affirma vouloir les accompagner. Il s'arrêta, la laissa descendre et ne la revit plus jamais. Après son interrogatoire, David regagna simplement Gaylord. L'inspecteur Day n'avait aucune raison de douter de la véracité de ses propos, mais une coupure sur la main de David éveilla ses soupçons. Ce dernier prétendit s'être blessé avec le rétroviseur de sa voiture. Lorsque les enquêteurs sollicitèrent l'autorisation de fouiller sa camionnette, David acquiesça. C'était un grand fourgon d'un modèle ancien. David remarqua l'état plus que précaire de la fourgonnette, mais son attention était ailleurs. L'agent de police, suspicieux,
vérifia si le rétroviseur était bien brisé. La confirmation visuelle corrobora le récit de David. Il était bel et bien en morceaux. Il expliqua qu'il s'était blessé accidentellement en le manipulant. Plus préoccupant, les recherches aux alentours du véhicule restèrent vaines. Nulle trace de Katie. L'inspecteur Day insista pour que David reconstitue l'itinéraire emprunté avec les adolescents. L'homme s'exécuta, détaillant les routes sillonnées en compagnie de ses passagers. Par la suite, les enquêteurs lui demandèrent de se soumettre à un test polygraphique, ce qu'il accepta sans hésitation. Avant de le laisser partir, les policiers posèrent une question directe à David, une question qui allait changer le cours de l'enquête. Savait-il ce qui était arrivé à Katie? Sa réponse laissa les enquêteurs stupéfaits. L'homme, convaincu que l'occultisme planait sur cette affaire, orienta les enquêteurs vers une piste intrigante. Il leur suggéra de rencontrer Tim, persuadé que la vérité se cachait parmi les membres de sa secte. Selon David, Tim résidait à une trentaine de kilomètres au sud, dans la petite ville de Waters, au cœur du Michigan. Fort de cette nouvelle direction, l'inspecteur Day prit congé de David, non sans lui laisser sa carte. Le nom de Tim Coppett, ainsi que sa réputation de leader de culte, résonnaient étrangement dans le dossier, comme un écho troublant du passé. L'inspecteur Day ressentait un besoin impérieux de rencontrer cet homme. Une certitude l'habitait. La réputation sinistre de Coppett n'était surpassée que par la route menant à sa demeure isolée, loin de chasser. Une étoile évoquant les symboles sataniques maculait la porte d'entrée. Alors que les inspecteurs s'approchaient, une pensée glaçante les traversa. Frappait-il à la porte d'un antre de meurtrier? Il était possible que Katie ait été amenée précisément ici, que quelque chose lui soit arrivé en ce lieu. Lorsque la porte s'ouvrit brutalement, les enquêteurs furent confrontés à une scène profondément choquante. 10 jours s'étaient écoulés depuis la disparition de Katie Horn, 16 ans, le 24 septembre 1994, près de Traverse City, sa ville natale. La ville entière s'était mobilisée pour la retrouver, en particulier sa mère, Janice, dévastée par l'angoisse. Les enquêteurs espéraient que Tim Coppett, le chef d'un groupe satanique local que Katie était soupçonnée de fréquenter, pourrait apporter des réponses à leurs questions. Dans le silence feutré d'une forêt dense, une modeste cabane en bois, refuge isolé de Tim, attira l'attention des forces de l'ordre. Pénétrant dans l'antre mystérieux, les policiers furent immédiatement frappés par un spectacle pour le moins inhabituel. De longues robes, semblables à des manteaux sacerdotaux d'une secte oubliée, pendaient, spectrales, aux poutres apparentes. Un corbeau empaillé, figé dans une pose menaçante, semblait veiller sur les lieux, tandis que d'étranges symboles stellaires ornaient les murs, dessinant une cartographie céleste énigmatique. L'inspecteur en charge de l'affaire n'eut aucun mal à identifier les éléments d'un rituel occulte. Tim, l'habitant de cette étrange demeure, reconnut sans hésitation être le chef d'un culte païen dédié à l'aubépine, dont les adeptes vénéraient les forces brutes et indomptables de la nature. Il avait presque 30 ans. Selon ses dires, leur dévotion se portait vers le cosmos, perçu comme une entité unifiée. À cet instant, il nia toute implication avec la magie noire et le satanisme, réfutant catégoriquement toute pratique de sacrifice humain et autres rituels macabres. Interrogés sur la nature exacte de leurs activités, ses réponses demeurèrent évasives, esquivant les détails avec une habileté déconcertante. Cette attitude trouble éveilla les soupçons de l'enquêteur. La demeure de Tim se situait à seulement 16 km de l'endroit où Katie aurait été vue pour la dernière fois, quittant le véhicule. Aurait-il osé? Tim, sous le poids des soupçons, jura son innocence. Il affirma n'avoir rien à voir avec la disparition de Katie, la dernière fois qu'il l'avait vue remontant à une quinzaine de jours. Interrogé sur son emploi du temps du samedi 24 septembre, il assura avoir passé le week-end chez lui, reclus. Pour prouver sa bonne foi, Tim se porta volontaire pour un test polygraphique qu'il réussit avec brio. Blanchi de tout soupçon, il fut officiellement rayé de la liste des suspects. Le lendemain, une piste inattendue orienta l'enquête dans une nouvelle direction. Les policiers de Mansell s'efforcèrent de reconstituer la liste des passagers qui avaient partagé le véhicule de Katie ce fameux samedi soir. 3 noms émergèrent, Haller A., Carrie Britt et Jim Patters. Les vérifications d'usage ne révélèrent rien de particulier concernant Britt et Patters. En revanche, le passé de Haller Hay laissa les enquêteurs stupéfaits.
Il y a 3 ans, Thaler a plaidé coupable d'homicide involontaire et a purgé 6 mois de prison. À l'époque, il avait à peine 20 ans et menait une existence sans but précis, oscillant entre l'oisiveté et l'absence d'emploi. Les policiers, impatients de l'interroger, se sont rendus à son domicile à Mancelone. Le jeune homme a avoué qu'il se trouvait dans la voiture de David cette nuit fatidique, en compagnie de sa petite amie Carrie, de Cathy et de Jim. Il raconta aux policiers qu'il avait proposé à Cathy de passer la nuit chez lui. Mais la jeune femme était déterminée à rentrer à Traverse City. Interrogé sur les raisons de son insistance, il expliqua qu'elle voulait absolument assister au concert de Grateful Dead et qu'elle devait retrouver des amis. Thaler affirma qu'ils avaient regardé le van s'éloigner sur la route sans qu'il ne s'arrête. L'inspecteur Danny Dumewal était perplexe. Cathy avait-elle rencontré des problèmes avant de rejoindre ses amis, ou Thaler disait-il des mensonges? L'enquêteur se tourna ensuite vers le cercle de connaissances de Cathy, interrogeant notamment un certain Saculte, sans succès. Le jeune homme affirma ne rien savoir de sa disparition. L'impasse semblait totale pour Thaler. Pourtant, les policiers, soucieux de ne négliger aucune piste, insistèrent pour qu'il se soumette à un test polygraphique. Thaler passa l'épreuve avec succès. Fort de ses entretiens et conforté par les résultats du polygraphe, l'inspecteur Day acquit la certitude que Thaler n'était en rien lié à la disparition de Cathy. Cette nuit-là, Thaler n'était pas le seul compagnon de route de la jeune femme. Le lendemain, les policiers interrogèrent Kerry, sa petite amie. Sa version des faits leur était déjà familière, un écho de celle de Thaler. Elle répéta en grande partie le récit de ce dernier, confortant ainsi leurs déclarations croisées. Kerry nia toute implication dans un culte ou dans la disparition de Katie et accepta de se soumettre à un test polygraphique. Elle s'éloigna, l'affaire la hantant. Carrie, rongée par l'inquiétude face à la disparition de Katie, déballa tout ce qu'elle savait aux enquêteurs. Il ne restait plus qu'un seul passager à interroger, Jim Patters. Ce dernier relata aux inspecteurs le même récit que les autres témoins. Le jeune homme se montra étonnamment coopératif durant son interrogatoire. Il leur confia essentiellement les mêmes informations que Kerry et Thaler. Cependant, Jim laissa échapper un détail infime qui allait bouleverser le cours de l'enquête. Il se souvenait de quelque chose que Katie avait dit. Quelque chose à propos d'un rendez-vous avec les membres de la tribu Arc-en-Ciel à 7 heures du matin, près de Traverse Net. Mais qui était donc cette mystérieuse tribu Arc-en-Ciel? Elle ignora qu'il s'agissait en réalité d'un groupe de fans dévoués, les Grateful Dead, suivant leur groupe fétiche à travers tout le pays lors de leur tournée. Leur mode de vie, souvent marqué par une certaine désinvolture morale et des excès, pouvait représenter un terrain glissant, surtout pour une jeune femme. Katie avait mentionné leur présence au concert des Grateful Dead de samedi. Si elle s'était véritablement jointe à cette communauté, les enquêteurs pourraient potentiellement retracer ses déplacements avec une relative facilité grâce à ces informations. Il ne restait plus qu'à les localiser. Jim avait révélé les noms des personnes que Katie comptait rencontrer. Les policiers étaient conscients que retrouver ce groupe de voltigeurs épris de liberté ne serait pas une mince affaire. Ils changeaient constamment de lieu tout en laissant des indices sur leur déplacement. Katie avait disparu sans laisser de traces, juste avant le concert de son groupe préféré. L'instinct de l'inspecteur Day le taraudait, une sensation désagréable nichée au creux de l'estomac. Ses collègues partageaient ses sombres pressentiments. Tout laissait croire qu'un malheur était arrivé à la jeune femme. Déterminé à percer le mystère de sa disparition, l'inspecteur Day poursuivit son enquête avec acharnement. Ses entretiens avec les proches de Katie lui révélèrent de l'existence d'un groupe, une sorte de communauté bohème, surnommée la tribu Arc-en-Ciel. Malheureusement, les membres interrogés furent unanimes. Katie ne s'était pas montrée ce samedi-là. Le voile du mystère restait impénétrable, et l'angoisse de l'inspecteur Day ne faisait que croître. Les enquêteurs en sont arrivés à la conclusion déchirante que Katie n'avait jamais atteint la communauté de Rainbow Gathering, son objectif initial. Malgré l'espoir tenace de sa famille, la crainte grandissait, obscurcissant tout espoir de la retrouver saine et sauve. Puis, au milieu d'un déluge de plus d'1 millier de signalements, un message glaçant a émergé, sonnant comme un aveu. Un certain Sean Bard s'est manifesté auprès des forces de l'ordre, affirmant être l'auteur du meurtre de Katie. L'appel était anonyme, plongeant les enquêteurs dans l'incertitude. Pour éclaircir ce mystère, ils se rendirent à Grayling, à une 40aine de kilomètres,
au sud de Gaylord, domicile de l'appelant. C'est là que Katie avait disparu. Lors de l'interrogatoire, l'adolescent de 17 ans semblait aussi perdu que les policiers eux-mêmes. Ils l'interrogèrent longuement, cherchant la vérité derrière son trouble apparent. Il niait catégoriquement toutes les accusations, défendant son innocence avec acharnement. Il affirmait qu'il était victime d'une machination, une vengeance ourdie par quelqu'un à qui il avait subtilisé une motoneige. Refusant de dévoiler l'identité de son accusateur, il jura n'avoir jamais levé la main sur Katie. Les policiers, confrontés à un appel anonyme, étaient dans l'impasse. Après l'avoir interrogé, ils penchaient à penser que cette dénonciation téléphonique était infondée. Les enquêteurs, le moral à zéro, prenaient conscience qu'ils n'avaient fait aucun progrès, tandis qu'un silence pesant s'installait. Katie restait introuvable, leur position quant à sa disparition, un néant total. Au cours des 18 mois suivants, les forces de l'ordre local et de l'État ont épluché chaque signalement, chaque témoignage, sans succès. L'enquête stagnait, irrémédiablement bloquée. Katie, elle, laissait derrière elle une mère et un cercle d'amis dévoués, tous rongés par l'angoisse. Le silence persistait, lourd et oppressant. Si elle avait choisi la fuite, le besoin de contact, même furtif, l'aurait irrésistiblement poussée vers quelqu'un. Mais le néant. Rien. Pourtant, le 8 mai 1996, une lueur d'espoir perça les ténèbres. Des cueilleurs de champignons, égarés entre Hudson Lake Road et Pike School Road, firent une macabre découverte. Des vêtements abandonnés, témoins muets d'un mystère insondable. Au début, ils n'y prêtèrent guère attention. Puis, une découverte plus singulière attira leur regard. Une babiole, un ornement oublié. Parmi les vestiges éparpillés, un t-shirt arborant fièrement le logo des Red Hot Chili Peppers gisait nonchalamment. Ça et là, des lambeaux de sous-vêtements et un jean délavé témoignaient d'un passé incertain. Un cordon de cuir tressé, orné d'un symbole yin et yang, complétait cet étrange inventaire. Les vêtements, réduits à l'état de haillons, rendaient l'identification difficile au premier coup d'œil. Seule une observation attentive permettait d'en distinguer la nature. L'amoncellement de ces objets insolites au pied d'un arbre éveilla leur curiosité, une sensation troublante, un soupçon d'anomalie. Ils alertèrent le poste de police le plus proche. Après avoir examiné les vêtements, l'inspecteur Day vérifia les informations concernant Katie et constata que, lors de sa disparition, elle portait des habits similaires. Les policiers avaient découvert les vêtements, mais pas la jeune femme elle-même. Un sentiment étrange envahit l'inspecteur Day à cet instant précis. D'un côté, son intuition, l'horrible pressentiment qu'elle était décédée, semblait se confirmer. Sinon, pourquoi retrouver ces vêtements? C'était la pièce manquante du puzzle, celle qui allait relancer l'enquête. Immédiatement, une équipe de recherche fut dépêchée sur le lieu de la découverte des vêtements. Les policiers, pleins d'espoir, pensaient déterrer le corps sur place ou à proximité, surtout lorsque les hommes commencèrent à creuser. Mais ils se trompaient lourdement. Quelques jours plus tard, à 10 km à l'ouest, un autre cueilleur de champignons fit une découverte macabre. Sa découverte valida les plus sombres pressentiments. De loin, il avait cru apercevoir un champignon géant. Mais il s'agissait en réalité d'une portion de crâne dissimulée sous un amas de branchages. Prudemment, il déblaya les alentours et découvrit d'autres ossements. Finalement, derrière le fouillis de bois, il mit au jour des fragments de squelettes. Les enquêteurs méticuleux rassemblèrent les vestiges, y compris un crâne intact, et les confièrent à un expert médico-légal. C'est ainsi que Catherine Horn fut identifiée, 6 mois après sa disparition, grâce aux informations contenues dans son dossier dentaire. Malheureusement, l'enquêteur n'a pu déterminer la cause exacte du décès. Tout porte à croire que la mort remonte à loin et qu'elle est très probablement due à un acte de violence. La découverte des vêtements séparés du corps a conforté l'expert dans sa conviction que la jeune femme avait été assassinée. Il est rare de s'éloigner de ces vêtements de 10 km pour mourir. Une fois les restes identifiés, les policiers ont eu la pénible tâche d'annoncer l'horrible nouvelle à la mère de Katie. L'annonce glaça le sang de la mère de Katie, mais paradoxalement, elle lui apporta une forme d'apaisement. Le corps avait été retrouvé. Enfin, elle pourrait offrir une sépulture à sa fille. La découverte des restes de Katie Horn dans une clairière isolée bouleversa la paisible ville de Traverse City. L'onde de choc se propagea à travers tout le nord du Michigan.
Les restes étaient là, preuve tangible d'un crime odieux, mais le meurtrier, lui, courait toujours. Malgré cette macabre découverte et les interrogatoires qui suivirent, le tueur de Katie resta insaisissable pendant 3 longues années. Peu à peu, les enquêteurs écartèrent les pistes sans fondement et les suspects improbables, resserrant l'étau autour d'une vérité encore cachée. Aucune piste nouvelle ne se profilait, l'enquête piétinait. Pourtant, en 1999, l'affaire fut relancée lorsqu'un article sur le meurtre de Katie parut dans le journal local. Un homme, touché par l'histoire, décida alors de briser le silence. En août 1999, 5 ans après la découverte des restes de Katie Hearn, un habitant de la région se présenta à la police, bouleversé par l'article qu'il avait lu. L'homme se souvenait d'elle car la photographie publiée et les détails macabres relatés dans l'article avaient ravivé des souvenirs enfouis. L'appel à témoins le convainquit finalement de se manifester. Paul Haufort prétend avoir été témoin d'un événement singulier quelques jours à peine après la disparition de Katie en 1994. Alors qu'il savourait les splendeurs automnales de l'État avec son épouse, parcourant Pike School Road à la recherche des feuillages les plus flamboyants, son regard fut attiré par une camionnette verte. Ses portes arrière étaient en grandes ouvertes, offrant un spectacle inattendu. Bien sûr, une camionnette stationnée au bord de la route n'est pas chose rare, surtout à cette époque de l'année. Les promeneurs affluent dans les bois, que ce soit pour la cueillette de champignons ou simplement pour s'émerveiller devant la symphonie de couleurs que déploie la nature. Dans l'embrasure du fourgon, une jeune femme se tenait adossée à la paroi, tandis qu'un homme, une pelle à la main, s'affairait non loin du chemin. L'observateur, un certain Paul, fut frappé par la pâleur de la jeune fille, un teint presque spectral qui le marqua durablement. Selon ses dires, l'homme creusait un trou à environ 5 mètres de la route. Paul ne connaissait pas cet homme, mais il eut la forte impression que la jeune femme dans le fourgon n'était autre que Katie Hearn. Pris d'un mauvais pressentiment, le couple tenta d'alerter la police, mais le réseau téléphonique se montra capricieux, les laissant isolés face à cette scène troublante. 5 années s'évanouirent dans le tourbillon du quotidien. Un jour, une simple page de journal raviva une flamme éteinte. Une photo, un visage, celui de cette jeune fille aperçue, fugitivement, il y a si longtemps, dans un fourgon. Paul, rongé par le remords, se décida à parler. L'enquêteur, d'abord sceptique face à un témoignage si tardif, sentit pourtant un espoir renaître. Un témoin. Enfin quelqu'un qui pouvait confirmer la présence d'un vieux fourgon vert et de Katie, aperçu sur Pike avec Coolrush. Un fil ténu, mais un fil tout de même, dans l'obscurité de l'affaire. Là où ses vêtements furent découverts, Paul, avec une voix empreinte d'une sombre certitude, brossa le portrait de l'homme aperçu près du lieu du crime. Un homme de petite taille, négligé, dont le véhicule, un fourgon d'un vert fané par le temps, semblait aussi usé que son propriétaire. Ces détails, aussi ténus fussent-ils, résonnèrent étrangement aux oreilles des enquêteurs. Un nom, un spectre du passé, se matérialisa dans leur esprit. David Shinky. Et l'image de son vieux fourgon, témoin silencieux de tant d'années, vint hanter leurs pensées. Dans les environs, il était peu probable de trouver une bicoque plus délabrée. Mais pourquoi David aurait-il assassiné Katie? Les enquêteurs n'ont pas tardé à localiser David. Il purgeait déjà une peine de 5 ans de prison pour un autre crime, celui de recel de biens volés. L'inspecteur Day prit donc la route vers la prison d'État. À son arrivée, les officiers lui présentèrent immédiatement les preuves accablantes qui pesaient contre David. L'espoir secret de Day était de le faire craquer. Durant l'interrogatoire, David, visiblement terrifié et rongé par la nervosité, s'obstinait dans sa version des faits. Il répéta, une fois de plus, que la dernière fois qu'il avait vu la victime, c'était lorsqu'elle était descendue de sa voiture. En observant attentivement l'homme, l'inspecteur Day sentit qu'il progressait enfin. Il était persuadé que David était impliqué et savait qu'il restait encore beaucoup à faire. Pour résoudre cette affaire complexe, il fallait davantage de preuves tangibles. L'équipe se replongea alors dans les archives, épluchant de vieux rapports et découvrant des interrogatoires passés intrigants. Au cours de l'enquête initiale à Gaylord, les policiers, visiblement fatigués, avaient consommé d'importantes quantités de caféine pour tenir le coup. Ils parvinrent à s'entretenir avec un vendeur. Un des employés révéla que David transportait des déchets de café
et d'autres établissements à bord de sa camionnette. Il semblerait qu'il les déversait illégalement près du lieu où les vêtements de Katie furent découverts. Cependant, ce furent les déclarations d'un autre employé qui captivèrent l'attention des enquêteurs. Le jeune homme se souvenait du groupe, de Katie et de ses amis, et affirma qu'ils étaient au party en compagnie de David. Il revint sur ses pas environ 2 heures plus tard. Silencieusement, il s'installa à une table et huma à peine la moitié de son café. Son comportement était étrangement discret, presque inhabituel. L'employé du café remarqua un détail troublant. David avait saisi une serviette pour masquer le sang qui perlait de ses doigts. Les fines entailles qui zébraient le dos des doigts de David Schinker rappelaient étrangement les blessures suspectes que l'inspecteur Day avait remarquées lors de leur première rencontre. Les preuves s'accumulaient, tissant une toile de plus en plus serrée autour du suspect. Pourtant, le mobile restait insaisissable, un voile opaque dissimulant la vérité. C'est alors que les enquêteurs tombèrent sur les transcriptions de l'interrogatoire de Margaret Drake, la voisine de David, une lueur dans l'obscurité qui pourrait enfin révéler le pourquoi derrière les actes. Avant la disparition de Katie, David lui avait avoué sa fascination pour une jeune fille de 16 ans rencontrée sur le réseau Traverse, insinuant clairement son désir d'avoir une relation intime avec elle. Quelques jours à peine après la disparition de Katie, David adopta un comportement étrange qui marqua Margaret. Il nettoya son fourgon de fond en comble et lui demanda de laver tous ses vêtements, chose qu'il n'avait jamais faite en 2 mois. Fort de ce témoignage et d'autres indices recueillis, les policiers étaient convaincus d'avoir suffisamment de preuves indirectes pour arrêter David pour le meurtre de Katie. Le 26 novembre 2001, David Schinker comparut devant le tribunal, obstinément niant toute culpabilité. L'accusation basa sa plaidoirie presque entièrement sur des preuves circonstancielles, tissant un récit délicat. Dans ces situations, il est crucial de rassembler les fragments d'informations et de déterminer si leur ensemble suffit à reconstituer le déroulement des événements. Malgré la fragilité du dossier de l'accusation, les jurés parvinrent à entrevoir la vérité. Le 29 novembre 2001, après 4 heures de délibération, le jury déclara David Schinker coupable d'homicide. Il fut condamné à une peine de prison, s'étalant entre 35 et 52 ans. David Schinker garda le silence tout au long de la procédure. De ce fait, le voile demeure entier sur ce qui advint de Katie entre le moment où elle monta à bord de son véhicule et l'instant où Paul la revit dans la fourgonnette. Où l'emmena-t-il? Quelle fut leur destination? Comment la retint-il captive? Autant de questions qui restent plongées dans l'ombre. Pour les enquêteurs qui consacrèrent 7 longues années à cette affaire, le verdict fut synonyme d'un profond soulagement. David Schinker ne tuera plus jamais. Il est derrière les barreaux. Les habitants de Traverse City ne connaîtront peut-être jamais la vérité derrière la disparition de Katie Horn. Mais une chose est sûre, une jeune femme éprise de liberté a été fauchée bien trop tôt, et sa mère ne se remettra jamais de cette perte incommensurable. Dans l'attente de vos impressions, je vous invite à partager vos réflexions. Au revoir.